Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la République démocratique du Congo exclut tout financement extérieur des élections. Le pays dispose des moyens pour financer seul les élections du 23 décembre, déclare Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Jusqu'ici, la République démocratique du Congo a exhorté pourtant ses partenaires internationaux à participer au financement de ces élections repoussées depuis décembre 2016. Alors, pourquoi ce revirement? Quelles conséquences dans l'avancée du processus électoral? On en débat dans un instant avec nos invités. Au programme également, Afreximbank toujours dans la bataille pour le commerce intra-africain. La Banque africaine d'import-export annonce 25 milliards de dollars dans le cadre du programme quinquennal démarré en 2016. Et le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, s'organise en Côte d'Ivoire. Le festival ouvre ses portes le 17 avril. La chanteuse Yemi Alade, le rappeur Soprano sont les têtes d'affiche de cette 11e édition placée sous la thématique de la lutte contre l'émigration clandestine d'Africains vers l'Europe. Pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, Monsieur Makanera Ibrahima Sori, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes juriste, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également à mes côtés, Gratien Roukindikiza, notre éditorialiste. Bonsoir, Gratien. Bonsoir, Zara. Bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Alors, qui pour financer les élections en République démocratique du Congo, des scrutins estimés à plus de 430 millions de dollars? Alors, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé ce dimanche sur la question. Il exclut tout financement extérieur. Nathalie Mou. Lors de la réunion interinstitutionnelle du 25 mars, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé unanimement du financement sur fonds propres des élections générales du 23 décembre 2018. Selon les autorités congolaises, cette décision vise à préserver l'intégrité des résultats de ces élections. À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, les bailleurs de fonds tendent souvent à influencer le verdict des urnes en RDC. Si nous utilisons la machine à voter comme mode d'élection en République du Congo, au lieu que les élections nous coûtent 1,2 milliard, ça se réduit à 300 millions. Et si nous avons une réserve de 2 milliards, pourquoi ne pas dépenser 300 millions pour nos élections? Il n'y aura aucun Américain, aucun Français, aucun Belge qui sera candidat. Nous nous sommes interdits d'aller s'agenouiller devant qui que ce soit pour l'organisation de nos élections. La RDC, forte de l'embellie économique observée en 2017, estime disposer de ressources financières suffisantes pour assurer l'organisation des scrutins à venir. Cependant, aucune information n'a été donnée quant à la répartition de ces fonds. Le budget voté par le Parlement pour ces échéances s'élève à plus de 432 millions de dollars. L'État doit avoir déjà décaissé plus de 300 à 400 millions de dollars de l'ensemble du coût des élections et la différence est en cours d'être exécutée en ce qui concerne les dépenses. Donc l'État est à mesure de financer, mais c'est un coût important parce que ça va nécessiter des arbitrages importants au niveau des dépenses publiques. Pour l'heure, la Commission électorale indépendante attend la signature par le gouvernement du plan de décaissement des fonds pour les élections. Le président Joseph Kabila, quant à lui, a invité les bailleurs de fonds à s'intéresser à d'autres secteurs d'activité en RDC. Donc la République démocratique du Congo qui disposerait finalement de suffisamment de moyens pour organiser ces élections. Quels sont ces nouveaux moyens dont dispose la RDC que le pays ne disposait pas de tout ceci il y a encore quelques mois? Makanera Ibrahima Sori. Madame, la situation est très inquiétante. C'est un signe bien connu des régimes africains quand ils ne veulent pas que les partenaires extérieurs mettent le nez dans l'organisation des élections très souvent frauduleuses. Nous avons vu des exemples pareils dans d'autres pays, y compris en République de Guinée. Pendant longtemps, quand ils veulent repousser la date des élections, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et dès que les partenaires extérieurs veulent maintenant financer les élections, et quand ils donnent de l'argent, ils vont vouloir savoir comment l'argent est utilisé, ils vont surveiller les élections. C'est en ce moment que, comme par baguette magique, l'argent sort. Mais ce qui est contradictoire,
les autorités congolaises disent qu'ils ont de l'argent. D'ailleurs, M. Lambert Mende disait que la manière dont on parle de crise humanitaire dans leur pays était exagérée. En tout cas, ce que les ONG et l'ONU disaient sur ces crises est totalement exagéré. Alors qu'en 2017, l'ONU même nous disait que la pauvreté, taux de pauvreté en RDC était de 64%. Donc il y a 64% de la population qui est extrêmement pauvre. Et ce qui explique cette situation, c'est tout simplement parce que M. Kabila, selon beaucoup d'observateurs, est en train de choisir son dauphin. Certaines personnes disent que c'est M. Aubin Manikou, le président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a trop d'intérêt encore dans les mines dans son pays. Il ne veut pas quitter le pouvoir et surtout, il a été un peu sonné par ce qui est arrivé à Eduardo dos Santos d'Angola, le tout-puissant qui s'était retiré en pensant qu'il allait encore garder la réalité du pouvoir. Il a vu ses intérêts démantelés. Pour que le candidat de Kabila gagne, il faut que la communauté internationale soit repoussée de très loin. C'est ce qui a fait sortir. Gratien, vous aussi, vous pensez qu'il y a là une volonté de se soustraire en quelque sorte au regard de la communauté internationale sur ce qui va se passer au cours des prochains mois en République démocratique du Congo? Comme le dit notre invité, c'est que ça faisait des années qu'il y avait le glissement pour ces élections, le glissement, on ne savait pas quand, et le seul problème qui s'opposait, c'était l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent n'est pas tombé du ciel. On nous explique qu'il y a une amélioration de la situation économique de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une grande amélioration en soi. Il y a d'autres facteurs, je pense qu'on va en parler. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais en réalité, ce qui est, justement, ils veulent faire les élections à leur façon. Kabila a compris qu'il ne peut pas dépasser 2018. Il y a beaucoup de pression. Il doit laisser quelqu'un d'autre de confiance, mais aussi il doit essayer de tricher pour que l'homme de confiance garde le pouvoir, mais sans qu'il y ait les observateurs. Je pense qu'on va s'acheminer à des élections sans observateurs, ou au moins les observateurs qui sont choisis. Vous savez, il y a des ONG à l'étranger qu'on peut choisir, des amis, d'autres, des consultants, des juristes de tel ou tel pays payés qui viennent pour juste regarder seulement. Et éventuellement, on peut avoir des machines à tricher, lesquelles machines on n'aura pas des informaticiens spécialisés, indépendants qui vont vérifier la fiabilité de ces ordinateurs. Alors sur cette communauté internationale, on parle là de véritablement l'Union européenne qui s'est à plusieurs reprises, en tout cas ces dernières semaines, a conditionné sa participation au financement de ces élections à l'organisation en tout cas la mise en place de mesures concrètes démontrant la volonté du régime à garantir la fiabilité du processus et des élections. Il faut voir aussi dans cette situation, dans ce rejet finalement du financement extérieur, une montée des crispations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Madame, qui n'a rien à cacher, n'a pas peur de transparence. Alors, pourquoi l'exigence de transparence, conformément à la constitution congolaise elle-même, peut poser problème aux autorités congolaises? Leur volonté manifeste d'organiser encore ce cirque à l'africaine est là, c'est bien visible. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'actuellement, l'Union européenne a débloqué, en tout cas a promis de débloquer 60 millions de dollars pour soulager la population congolaise qui souffre le martyre. Tout le monde le sait. Donc, sur ce financement, en revanche, le gouvernement accepte. Ce financement, attention, là, oui, là-bas un peu, mais il y a normalement une conférence prévue le 13 avril à Genève, une conférence co-organisée par l'Union européenne et l'ONU pour la levée d'1,7 milliard de dollars pour le Congo. Ils veulent boycotter, ils ne veulent pas y aller. C'est-à-dire la communauté internationale qui exige, pas plus que les exigences de la Constitution congolaise pour la transparence de la démocratie, est devenue une sorte de diable rouge qu'il ne faut absolument pas fréquenter, même si 1,7 milliard de dollars est sur la table. Cela démontre la volonté manifeste des autorités congolaises de vouloir organiser cette élection en catimini et mettre, pas celui qui sera choisi par les Congolais, mais des personnes qu'ils veulent mettre en place.
Donc une volonté de s'isoler, Gratien Okindikiza? Oui, il va de soi, c'est la volonté toujours de s'isoler. Ils sont isolés par rapport à certains pays, les pays qui étaient des donateurs. On voit notamment la Belgique, il y a aussi la pression des Américains. Mais on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer parce qu'on peut parler d'élections et puis les élections, si on rate les élections, on peut avoir une guerre civile. Je pense que la République démocratique du Congo devait évoluer vers la paix, vers une certaine stabilité. Quant au pouvoir, je pense que Kabila, il devait penser vraiment à céder le pouvoir normalement, sans qu'il y ait des problèmes, parce que je pense qu'il a intérêt aussi à rester au pays. Alors, nous ne voulons plus revivre les expériences du passé où ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections. C'est comme cela qu'explique le porte-parole du gouvernement quant au rejet de ces financements, notamment de l'Union européenne. Mais alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir sollicité ces financements il y a encore quelques semaines, les représentants du gouvernement étaient auprès des bailleurs de fonds. Donc le gouvernement congolais est-il en permanence en train de se contredire? Madame, je pense que le drame pour l'Afrique, c'est cette génération de politiciens qui n'ont absolument aucune dignité, qui n'ont absolument pas pitié de leur population qui meurt sous leurs pieds pendant qu'eux, ils roulent dans les grosses cylindrées de 50 à 60 millions de dollars. Monsieur Lambert Mende aurait pu, à son âge, penser à son peuple. Lui, ses enfants sont certainement à l'extérieur. Il aurait dû penser à ceux dont les enfants n'ont pas un repas par jour et arrêter de nous présenter ce théâtre. Comment l'extérieur peut orienter l'issue d'une élection organisée par les autorités congolaises? Il aurait pu nous dire, parce que nous ne sommes pas quand même, des débiles mentaux, nous dire que où il se tait, dans une telle situation, le silence aurait pu être son allié le plus fidèle. Qu'il sache qu'il ne peut convaincre personne. C'est une honte qu'au XXIe siècle, un peuple qui s'est battu contre l'extérieur pour s'émanciper soit colonisé par ses propres frères. Et je pense que cette colonisation actuelle, parce que le colon n'a changé que de peau, nous sommes dans la colonisation pure et dure par cette classe politique qui d'ailleurs est pire que les colons extérieurs pour des raisons que vous pouvez imaginer, peut-être qu'on viendra. Lambert Mende doit se taire, je pense. Gratien. Bon, je pense que c'est son raisonnement. Mais toujours est-il qu'en fait, ce qui se passe au Congo, par rapport, si je reviens notamment au niveau de son financement, il y a un problème alors qui se pose. Cette fois-ci, on a trouvé de l'argent. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'ils ne disent pas vraiment aux Congolais, c'est que cet argent vient des poches des Congolais. Il y a une inflation qui monte jusqu'à 44%. L'inflation, donc les prix augmentent. Quand les prix augmentent dans un pays, alors qu'il y a une taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'on appelle la TVA, c'est-à-dire que la TVA frappe sur une masse monétaire qui a évolué de 44%. C'est-à-dire que les caisses de l'État augmentent pour autant, et on sait bien que la grande partie de l'argent sert à payer les fonctionnaires, et les fonctionnaires sont payés au même salaire, les salaires qui ne sont pas indexés avec le taux d'inflation, ce qui fait que celui qui gagne, c'est l'État. Donc l'État peut piocher pour financer les élections en se servant dans les poches des citoyens. Donc, en fin de compte, je pense qu'on devrait accepter l'aide et puis aussi essayer de lutter, d'apporter des mesures pour lutter contre l'inflation, indexer au moins les salaires et accepter l'aide pour financer. Et puis aussi la surveillance de ces élections. Mais pourquoi un pays dans lequel 64% de la population est pauvre peut refuser l'argent venant d'ailleurs si la République démocratique du Congo a 300 et quelques ou 400 et quelques millions de dollars pour financer les élections, pourquoi ne pas orienter ça dans les hôpitaux qui sont des mouroirs? Les infrastructures routières sont très souvent quasi inexistantes. Ils ont pas mal d'endroits où mettre cette somme que de mettre ça dans les élections parce que tout simplement,
ils veulent frauder les élections. Les exemples se trouvent partout en Afrique. C'est tout simplement dommage. Je sais qu'on peut quand même compter sur le peuple congolais pour quand même ne pas se laisser faire. Ça fait mal qu'on se retrouve encore au XXIe siècle dans une telle situation. Alors, est-ce que l'exclusion de ce financement étranger peut avoir des conséquences dans la suite du processus électoral? Ben, sur la population, déjà, oui, parce que l'argent, les ressources internes, notamment sur la tenue de mais bien ces entendu, élections. l'objectif, c'est ça. On éloigne les observateurs extérieurs crédibles, parce qu'en Afrique, vous savez, à boire et à manger, on en connaît certains, surtout. Vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya. On avait pourtant dit que l'élection s'était très bien passée. Nous avons vu l'exemple en Guinée où les observateurs observaient les chambres d'hôtel et les privilèges qui vont avec au lieu d'aller sur le terrain. Les endroits où ils disaient qu'il n'y avait absolument que tout s'était très bien passé en Guinée. Dans le même quartier, on a attrapé le chef de quartier. Les urnes coulonnées étaient partout. Le problème pour eux, c'est qu'ils organisent cette élection loin des observateurs extérieurs. Bon, vous savez, l'Union africaine sera la bienvenue pour quand même accompagner leurs collègues. C'est le syndicat des chefs d'État, on sait. On ne peut pas aussi exclure. Il peut y avoir des cas, par exemple, ils peuvent dire nous avons assez d'argent avec une certaine projection budgétaire. Parce qu'on parlait de l'argent pour financer les élections jusqu'en décembre 2018. Et au moment où la communauté internationale va se dire finalement les Congolais n'ont pas besoin de notre argent, à un certain moment, ils disent eh bien, nous avons des trous dans les caisses de l'État. On n'a pas assez d'argent pour financer les élections. Donc, ça peut justifier un autre report de ces élections. Ça peut justifier un autre report. Disons, on n'organise que des élections, par exemple, locales ou autres. Et du coup, il manque de l'argent, alors qu'ils ont refusé l'argent. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? On va parler encore de glissement. Alors, par ailleurs, le gouvernement, quand même, s'appuie sur des perspectives économiques en cours ou encore des perspectives à venir, puisque le gouvernement dit, en disant que le pays dispose des moyens, dit que puisque nous enregistrons une embellie dans les finances de l'État, mais là, on ne sait toujours pas si cette somme est sur la table. Déjà, le budget peut être, c'est une prévision qui peut être avec les se matérialiser, oui ou non. Mais le problème, ce n'est pas leur objectif. Pour eux, que cette prévision se matérialise ou pas, ce n'est pas ça le problème. Leur objectif, c'est d'éloigner les observateurs. Donc, que cela se réalise ou pas, ce que vous avez dit, je n'avais pas pensé à cela. Peut-être c'est un moyen pour trouver encore, pour trouver des arguments et repousser des élections. Ah, c'était une perspective. Nous pensions pouvoir avoir de l'argent, mais bon, aujourd'hui, nous avons trouvé que nous n'en avons pas assez. Bon, mais on ne peut pas organiser. Il ne faut pas, dans le domaine des manœuvres dilatoires, les dirigeants africains sont champions. Donc, en plus, il faut dire que la République démocratique du Congo ne compte pas sur l'exportation des produits finis, il compte sur l'exportation du cuivre, du coltan, du cobalt. Et aujourd'hui, le cuivre, il a augmenté de 9%, il y a le cobalt qui est environ de 18%. Donc, il compte sur ces progressions. Or, il suffit que, par exemple, le marché chinois, avec la guerre commerciale qui se passe entre les Chinois et les Américains, que les Chinois baissent la demande au niveau du cuivre, la demande au niveau du cobalt, c'est-à-dire que le marché mondial, sur le marché mondial, il y a beaucoup de cuivre, beaucoup de cobalt, et de ce fait, les prix baissent. Si les prix baissent, c'est-à-dire que les fonds du gouvernement de Congo baissent ainsi, et de ce fait, ils ne peuvent pas, disons, avoir le budget escompté. Donc, il y aura un problème de budget et un problème de financement aussi. Donc, tout est encore possible. Ça veut dire que le gouvernement peut de nouveau instrumentaliser la question budgétaire. C'est une possibilité. Vous savez, j'entendais le président guinéen dire que oui, en Afrique, si vous voyez que les anciens présidents n'acceptent pas de quitter le pouvoir, parce que quand ils quittent, on leur demande des comptes. Alors de qui se moque-t-on? L'ancien président savait qu'il était au pouvoir pour 5 ans. Il lui appartenait de ne pas piller son pays, de ne pas tuer les gens. Alors, M. Kabila sait qu'il a un lourd bilan négativement. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas partir. C'est pourquoi ces choses-là se multiplient. S'il y a de l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, mais c'est quand même ahurissant. Madame, moi aujourd'hui,
Si l'impôt me dit, M. Makanera, ne payez pas d'impôt, vous avez 2000 € à payer cette année, ne payez pas. Je vais lui dire, non, 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 j'ai de l'argent de côté, laissez-moi payer l'impôt. Mais absolument pas. Comment l'État congolais peut dire aux Occidentaux, tenez vos 400 et quelques millions de dollars, gardez ça, nous en avons assez, alors que nous voyons, l'Union européenne a promis de débloquer, là, après la visite du commissaire chargé des questions humanitaires, 49,5 millions d'euros pour soulager les réfugiés et même dans les pays limitrophes. Si Kabila a 300 et quelques millions à consacrer, qu'il mette ça sur ces personnes qui sont en train d'errer partout, les enfants ne vont pas à l'école. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup pour ces explications. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.